Bienvenue sur le podcast du regroupement des jeunes conseillers du Québec. Le podcast où les histoires inspirantes propulsent les conseillers indépendants de demain. Mon nom est Jade Quentin, votre animatrice pour le podcast des conseillers de l'avenir, propulsé par UV Assurance. Bienvenue sur un nouvel épisode de podcast. Je suis vraiment contente aujourd'hui d'être avec mon co-animateur Vincent. Bonjour. Comment ça va? Très bien, toi? Ça va super bien. Puis, je suis vraiment contente qu'on reçoive Catherine Lévesque de l'Institut de planification financière. Oui, bonjour. Merci, Catherine, d'avoir accepté l'invitation. Bien, ça me fait plaisir. Merci de me recevoir aujourd'hui. J'ai vraiment hâte qu'on apprenne à te connaître, qu'on apprenne à connaître ton parcours. Aujourd'hui, on est là un peu pour parler de toi et non juste de l'Institut de planification financière. Fait que, parce que tu as un super beau parcours, puis j'avais envie que Vincent t'introduise, mais en fait te présente pour qu'on apprenne à te connaître davantage. Alors, Catherine détient un baccalauréat en biotechnologie de l'Université de Sherbrooke et un MBA en planification et services financiers de l'Université Laval. Elle a ensuite obtenu son diplôme comme planificatrice financière de l'Institut de planification financière et elle a le titre de planification financière. Elle est passionnée par les finances personnelles et toujours partante pour des nouvelles aventures. Catherine est consciente de l'impact de la planification financière dans la vie des gens. C'est pour cette raison qu'elle a le souci de pousser plus loin la formation des planificateurs financiers et planificatrices financières. Catherine a toujours de beaux projets en tête pour faire connaître et rayonner la profession parce que la planification financière, c'est l'affaire de tous. Donc, bienvenue parmi nous. Mais merci. Oui, bienvenue. Puis justement, qu'est-ce qui t'a apporté, Catherine, de passer de la biotechnologie aux finances, finalement? Oui, mais c'est vrai que mon parcours peut paraître atypique comme ça, là, mais finalement, je pense que ça peut rejoindre beaucoup de gens. Puis je vais vous expliquer pourquoi un petit peu à la fin de mon histoire. Je vais essayer de parler de mon parcours. Là, je vais peut-être prendre des détours et tout ça, mais je vais essayer que ça soit linéaire. Au pire, peut-être qu'il y aura du montage à faire. Mais bon. Non, on veut tout savoir. Je pense que je savais pas dans quoi m'en aller quand j'ai commencé ma carrière. Puis là, j'aime comprendre comment les choses sont faites. Donc, j'ai décidé de m'en aller en biologie parce que biologie moléculaire principalement parce que c'est un peu un mélange de médecine puis de pharmacologie. C'est comment le corps humain fonctionne. C'est fascinant. Donc, je fais mon choix de carrière, je m'en vais étudier, je reviens ici, je travaille dans le pharmaceutique pendant plusieurs années. J'ai la chance de travailler dans une équipe de développement, donc, tu sais, de faire de la recherche et tout ça. Puis c'est plutôt rare en sciences, en tout cas, du moins dans une ville comme Québec. Parce que la majorité des postes sont plutôt routiniers ou bon. En fait, surtout parce que j'ai pas de diplôme de deuxième cycle ou de maîtrise à ce moment-là, de doctorat, pardon. Souvent, ces postes-là sont plutôt réservés à ceux qui ont des postes post-doc, etc. Donc, je suis quand même bien dans mes fonctions, mais à un moment donné, pendant mon congé de maternité, je m'en vais porter mes impôts chez mon comptable. Puis, je m'étais fait un aide-mémoire pour savoir la liste des feuillets à apporter, parce que, bon, une fois par année, tu as le temps d'oublier. Là, quand tu as des enfants, là, bon, ça devient un petit peu complexe. Donc, en voyant ça, il me dit « Ah, je peux-tu l'utiliser? Tu sais, vous devriez tu sais, être dans le domaine. » là. Fait que je commence à réfléchir à ça, puis je me dis, je reviens à la maison, puis là, je parle de ça. Puis là, ben, c'est vrai que tu as toujours eu une facilité avec les chiffres, tu sais, puis t'es bonne pour expliquer aux gens. Bon, fait que finalement, pas sur un coup de tête, là, quand même, parce que c'est planifié, mais je décide de me réorienter pendant mon congé de maternité. Donc, je m'inscris à l'université, mais en comptabilité. OK. Et là, j'avais un cours à distance. Je voulais voir mon examen en finance et je m'en vais voir mon professeur, qui est Kevin Lee, pour ne pas le nommer, de l'Université Laval. Et là, il me dit « Ah, OK, ouais, t'es quand même bonne avec les chiffres. Ouais, puis là, on se met à jaser. Puis là, il me dit Mais là, la planification financière, ça t'intéresse pas? » Puis là, je dis « À la quoi? » Là, on se met à parler. Finalement, il me dit, regarde, on a le MBA en planification financière, tu as déjà un bac, tu sais, tu pourrais éventuellement, il y a possibilité d'obtenir ton titre. Donc, et voilà, c'est comme ça que finalement, je me suis inscrite en planification financière, j'ai fait ma maîtrise.
Et finalement, j'ai abouti à planificatrice financière en 2019. Wow! Ok. Fait que dans le fond, le congé de maternité a été une belle remise en question. Hein? Tu sais, on ralentit beaucoup pendant le congé de maternité, fait qu'on se permet de se dire est-ce que j'étais à la bonne place ou tu sais, de remettre certaines choses en perspective. Fait que ça a été un bon coup. Oui, ben, c'est sûr que c'est pas... tu sais, le retour aux études n'est pas évident. Là. Non. Qu'il y ait des enfants ou pas, là, quand on est habitué de travailler, d'avoir Ouais. un certain rythme de vie, retour aux études n'est pas évident. Par contre, je pense qu'il y en a vraiment plus qu'on peut soupçonner. Mm. Puis je pense que la planification financière, puis on pourra peut-être en parler plus tard, là, des catégories d'équivalence, et etc., etc., mais ce qu'on appelle par catégorie d'équivalence, finalement, c'est ce qui nous permet de rentrer à l'Institut pour avoir le diplôme de planificateur financier, donc les préalables. Il y en a beaucoup de catégories d'équivalence, puis c'est vraiment compliqué parce que, justement, il y a plusieurs cheminements possibles. Ouais. Puis en bout de ligne, même si tu as une expérience avant qui n'est pas reliée au service financier, bien, tu vas toujours chercher de l'expérience, finalement. Moi, oui, je travaillais, bon, avec des tubes, là, il n'y avait pas beaucoup de côté humain, là, heureusement. Tu sais, j'ai développé ça, mais, tu sais, je regardais finalement mes résultats, puis, tu sais, là, j'analysais, puis finalement, je faisais des modifications ou, tu sais, fait il y a quand même beaucoup de similitudes dans l'analyse de mes données, puis l'analyse, finalement, De des d'un chiffres, plan. ouais, d'un Ouais, plan c'est ça. financier. Exact. Ah ouais. Puis ton expérience quand même de vie vient Oui. apporter aussi un plus, tu sais, d'avoir... tu sais, t'as pas 21 ans, là, j'imagine, en Non. 2019. Non. Non. J'aurais bien aimé. T'es pas bien, mais tu sais, dans le sens, t'as quand même une expérience de vie qui apporte quand même une notoriété puis une compréhension, tu sais, de tes clients, tu sais, davantage. là. Oui, une maturité. Une aussi. maturité, Ouais. c'est ça. Exact, c'est ce que je Qui ne cherchais. se gagne que par les années. Ouais. Fait que Ouais, non, ça, personne peut trouver de shortcut, là, entre De façon de... Bon, Oui. l'expérience, je dis tout le temps, l'expérience vient avec les années puis avec l'expérience. Tu sais, c'est pas... On peut pas... Moi, quand je rentrais dans le domaine, je disais tout le temps, j'aurais aimé ça, avoir le cerveau d'une personne qui a de l'expérience puis qu'on puisse transférer les données. Oui, tellement. oui, Ça aurait été facile, tu sais, de pouvoir avoir toute cette information-là dans mon cerveau, on mais... s'éviterait une coupe d'erreurs puis de perte de temps. Là. C'est Mais ça, oui. exact. Tu sais, il y a tellement de choses à savoir en finance. Tu sais, c'est tellement vaste. Tantôt, tu parlais de comptabilité, mais tu sais, il y a les fonds distants, il y a les fonds mutuels, il y a la planification financière, il y a l'assurance. Tu sais, fait qu'il y a tellement de choses à parler puis à connaître. Là, Ah oui, tu sais, ben, puis sans mon compter Dieu. de la distribution, sans compter... tu sais. La déonto. Ouais. Tu sais, ça, souvent, on n'en parle pas, là, mais ça aussi, la Ouais. déonto, puis tout ce qui est encadrement réglementaire, Ouais. là, Ouais, la ça, fameuse c'est une conformité, couche. là, qu'on Oui, aime tous, là, conformité, mais- c'est ça. qui est un Ouais. mal nécessaire, mais qui effectivement est très importante elle aussi. Là. Oui, qui n'est pas à négliger, qu'on n'apprend pas dans le cursus parcours scolaire. tu sais, Ça, personne ne que- te parle jamais de Non. conformité dans les études ou quand tu te lances dans le métier. Là, puis à partir Mais- du moment où tu as ton permis, c'est comme bon, bah, la conformité, c'est ça. C'est comme oh, Ouais. merci. Je pensais que ma job, c'était juste de rencontrer le monde puis de donner des conseils. Non, Non. c'est pas comme ça marche. Puis dis-moi donc, comment t'as commencé, justement, un coup que t'as fait ton MBA, dans le fond, en Oui. planification financière? Après ça, c'est qu'est-ce qui s'en est suivi, là, finalement? Oui, mais après ça, c'était moins pertinent pour moi de continuer en pharmaceutique. Donc, j'ai eu l'opportunité de travailler comme... En fait, mon titre, c'était agente de recherche, là, mais en fait, je travaillais, oui, sur des dossiers. Tu sais, ce que, mettons, je travaillais dans un cabinet qui était dans le courtage, et puis tous les dossiers que le planif, mettons, tu sais, voulait travailler plus en profondeur en faisant de la recherche et tout ça, mais qui n'avait pas nécessairement le temps de le faire, mais dans le fond, ça se ramassait sur mon bureau. Fait que j'avais vraiment encore là un travail super intéressant. Surtout dans le contexte où tu es en train d'apprendre d'un bord, tu peux appliquer de l'autre. Donc, ça, c'est vraiment important dans un parcours là, pour, ultimement, tu sais, apprendre et appliquer en même temps. Donc, j'ai eu cette opportunité-là. Donc, j'ai travaillé dans ce cabinet-là. Puis, des fois aussi, j'étais l'adjointe d'un représentant, d'un OK. conseiller. Puis ça, là, en plus, dans le courtage, là, des formulaires différents, puis, tu sais, d'une compagnie de fonds, on faisait du fonds et de l'assurance. Donc,
Ouais, là, j'ai compris l'ampleur de, tu sais, tout ce qui fonctionne, comment ça fonctionne en arrière, là. Pas juste comme Pas juste l'analyse la de théorie, là, dossier. ouais. Ouais, tu sais, ce Bon, qui... une fois que la rencontre client est finie, c'est toute la paperasse qui suit derrière, tous Ben, les formulaires, etc., à compléter correctement, puis tout ce ben, qui va avec, là. exactement. Puis, tu sais, il faut que tu... je pense que ça aussi, c'est important. Tu sais, ça m'a permis de comprendre des choses que j'aurais peut-être moins bien compris si j'étais arrivée, tu sais, directement planificateur financier, tu sais, dans le domaine, puis de... Ouais, Donc, ça aussi, mon petit conseil, ouais. ouais, Ça te permet de voir vraiment l'envers de la médaille, là, tu sais, comme tu dis, d'avoir un parcours qui... Parce que je trouve ça important quand on est conseiller ou planificateur financier, tu sais, de savoir tout ce qu'il y a en arrière. Tu sais. C'est important de le connaître, le processus, de se rendre Oui. jusqu'à ce que le client tienne son contrat dans les mains, tu sais. ben oui, puis en plus, pendant ma maîtrise, là, on a un projet de recherche à faire. Puis même si je travaillais dans le cabinet, je savais pas nécessairement ce que je voulais faire après. Tu sais, bon, c'était clair que je voulais devenir planificateur financier, mais comment, avec qui, tu sais, pourquoi, bon. Puis mon projet de maîtrise portait sur les enjeux de la planification financière. Donc, j'avais OK. 5 volets, là. Il y avait la technologie, mais là, on recule en 2018-ish, là. Il n'y avait pas de Ouais, il n'y avait pas pandémie. grand-chose, là. Il y avait un peu d'intelligence artificielle, mais pas tant que ça. Donc, il y avait la technologie quand même. Il y avait la place des femmes dans la planification financière. J'avais la jeunesse, là, la relève, ça en Ouais. était un aussi. J'avais l'encadrement réglementaire, puis j'avais la rémunération. Donc, C'est ça que j'allais dire. tu sais, ben, c'est ça, forcément, mais justement, c'est quand même la rémunération puis l'encadrement réglementaire m'ont fait faire des recherches sur les différentes façons d'exercer en tant que planificateur financier. OK. J'ai tellement trouvé ça utile parce que, tu sais, un peu, on a l'impression qu'un planificateur financier, ça évolue nécessairement en institution bancaire. Alors que moi, la seule chose auquel j'ai été exposée, finalement, c'était le courtage, où on n'avait pas nécessairement... tu sais, c'est une dynamique qui est totalement différente d'être en institution. Là, tu sais, il faut que tu... Il y a une différence au niveau de la clientèle. Tu sais, tu ne vas pas chercher nécessairement... Il faut que tu ailles chercher ta clientèle. Au niveau des produits aussi, là, l'éventail est Énorme. impressionnant. Là. Tu sais, des fois, au niveau du soutien, tu n'as pas tout à fait le même soutien au niveau de la conformité, par exemple. Donc, c'est important pour moi, puis je pense que c'est important. Puis il y a un fit aussi dans différents domaines, tu sais, dans différents Structure, réseaux. ouais. Oui, exact. Il y a des gens qui vont... il y a une meilleure adéquation entre tu sais, ce qu'ils veulent, puis les institutions bancaires ou le courtage. Donc, ça aussi, c'est un point là, qui est important à considérer dans son développement de carrière. Puis toi, tu savais que en goûtant au courtage, tu t'es dit, ah, c'est ça que je veux. Oui, bien, c'est certain que... Là, je ne veux pas parler de politique non plus, là, parce que... parce qu'on est enregistré, mais oui, je pense que au niveau de l'encadrement réglementaire, je trouve qu'il y a une belle latitude dans le courtage, là, tu sais, puis déjà que la rémunération fait en sorte qu'il y a une certaine, un certain, je dirais pas qu'il y a un certain biais, là, mais qu'il y a une propension à avoir un certain biais. Donc, oui, j'ai l'impression que dans le courtage, il y a peut-être moins ce billet-là. Mais bon, ceci étant dit, là, je ne veux pas m'aventurer là-dessus. Je pense que c'est une discussion d'opinion. Oui. Mais moi, j'avais plus... effectivement, que le réseau de courtage venait plus me rejoindre. Oui, c'est ça. Tu avais plus les valeurs alignées avec le réseau de courtage, tu sais, intrinsèquement. Tu sais, c'était plus... Ça te rejoignait plus. Oui, effectivement, ouais. Puis, justement, à un moment donné, est-ce que tu t'es lancé comme... Oui, ben après mon passage dans le petit cabinet qui était... Bon, je suis restée dans le même réseau quand même, là, pour le même agent général OK. et tout ça. Donc, pour un cabinet de planification financière. Donc, on faisait de la planif à honoraires. OK. Donc là, c'est certain que je n'avais pas nécessairement de permis de distribution. Donc, mais on faisait quand même des recommandations au niveau, puis de l'analyse au niveau des portefeuilles d'assurance, par exemple, là, puis en fait de protection. Mais on ne faisait pas de recommandations de produits comme tel. OK. Tu disais, mettons, ça va te prendre une permanente, un temporaire ou
Mais Ou un montant d'assurance. Exact. OK, Il y a plus un un besoin. montant. OK, Oui, c'est OK. ça. Exemple, il y a un besoin d'assurance vie pour couvrir. Souvent, c'était des gens qui avaient des entreprises. Donc Ouais. là, il y avait comme. Puis nous, on était comme associés à un cabinet fiscal. Donc, OK. il y avait un conseil avec le fiscaliste. Il y avait comme une gestion finalement là, de la situation fiscale du client. Donc, souvent, bon, ben. Mais effectivement, qu'on ne se rendait pas jusqu'à faire la recommandation là, au niveau Ça du appartenait au produit. conseiller, dans le fond, de le Exactement. faire. Exactement. Puis, tu sais, au niveau du modèle de rémunération, parce que c'est dans le domaine des planificateurs financiers qui font juste de la planification puis qui facturent en horaire, c'est quand même... Enfin, au Québec, c'est très rare. Enfin, il y en a peu. Puis là, c'était est-ce que le client directement qui vous rémunérait? Est-ce que c'était le bureau de fiscaliste qui vous... Tu sais, comment Ou le l'intégration conseiller. fonctionnait comment à ce niveau-là? Ben oui, c'est une très bonne question. En fait, moi, j'ai trouvé que le concept était vraiment intéressant parce qu'il y avait plusieurs options. Effectivement, que moi, j'étais l'employé du cabinet pour lequel je travaillais. Et au niveau des clients, au niveau des mandats qu'on avait, il pouvait avoir deux options. Soit c'était un des représentants liés à l'agent général, donc qui nous amenait le client et qui, dans son offre de service globale, offrait les services de planification financière à honoraires à son client. Ou bien c'était directement, finalement. On avait aussi des clients qui étaient, parce qu'il n'y avait pas juste la division fiscalité, il y avait la division comptabilité aussi. OK. Donc, il pouvait avoir finalement un client qui avait son entreprise qui faisait faire ses états financiers chez nous, qui pouvait décider de venir voir en planification financière aussi. Donc, Puis voilà. de payer, puis d'aller voir son propre conseiller, puis lui arriver avec la planification financière, dans le fond, qui avait été faite chez vous. Là. Exactement, ouais. Super intéressant. C'est encore là, c'est du concret à 100%, là, tu sais, c'est vraiment le fun. Puis sans pression de vente. Oui, effectivement. Là, Ben, c'est c'est ça qui est rare. rare dans le domaine Ouais. de... Tu sais, de se dire, bon, ben parfait, je fais vraiment, est-ce que, ben je sais pas, tu sais, à ce moment-là, comment tu te sentais justement à travers ça? T'aimais-tu vraiment ça, faire ça? C'était-tu quelque chose qui t'allumait ou... Ben oui, c'est certain que, tu sais, t'as vraiment, là, justement, il y a aucune... Le client, il vient te voir pour ça, parce que il veut juste sa planification financière, il veut que tu analyses son... Tu sais, fait que il y a comme un lien de confiance qui se crée quand même rapidement avec le client, puis c'est des dossiers... J'ai eu la chance de travailler sur des dossiers vraiment complexes dès le départ, en plus. Là, tu sais, souvent, les étudiants, ils veulent ça aussi, là, des dossiers super complexes. Quand on commence en carrière, des fois, c'est difficile d'avoir à gérer des sociétés de gestion. Mais tu sais, moi, j'ai vu des fiducies de convention de retraite. Tu sais, vraiment rapidement, j'ai eu cette chance-là d'avoir ce genre de dossier-là. Donc, c'est ça. Puis oui, de juste faire de la planif brute, je suis consciente qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de gens qui ont eu cette opportunité-là. Là. Hey, c'est vraiment un gros coup de départ, là, je trouve, là, tu sais, c'est... Bon, ben, puis en plus, tomber tout de suite dans des gros dossiers corporatifs et autres, là, parce que, tu sais, on s'entend que la réalité de beaucoup de planificateurs financiers, ça va être monsieur, madame qui veulent savoir à quel âge ils peuvent prendre leur retraite puis le budget qu'ils vont avoir. Fait que c'est sûr que ça t'a amené un bagage. C'est très différent je pense, la réalité de beaucoup de planificateurs financiers là-dessus, là. Oui, mais puis ça, je pense qu'avec le recul, je pense que c'est mon expérience en sciences qui a fait que mon cerveau était comme un peu déjà prêt à analyser puis à faire ressortir tu sais, ce qui était... Tu sais, fait que je le vois comme un peu, je pense que j'étais pas... Tu sais, je pense que je suis pas différente des autres ou meilleure ou quoi que ce soit, juste que justement mon expérience me servit, tu sais, finalement. Là. Ton bagage t'a apporté directement là, tu sais, à être plus dans l'analyse, puis dans les... Puis justement, à un moment donné, est-ce que tu as quitté ce bureau-là pour... T'es-tu déjà parti comme à ton compte? J'ai déjà fait des petits mandats à part, mais OK. pas avec une clientèle. OK. Non, effectivement. Après ça, ce qui est arrivé, c'est que pendant ma maîtrise aussi, il y avait l'ancienne PDG là, de l'Institut, Jocelyne Houle-Lesage, qui avait participé à mon projet de maîtrise aussi, parce que OK. j'avais parlé à plein de gens là, pour mon projet de maîtrise, justement pour avoir leur point de vue sur ces aspects-là. Je savais qu'à l'Institut, il y avait des planificateurs financiers à la permanence. Et là, j'ai vu un poste d'affiché à ce moment-là. Puis c'est pas nécessairement que j'étais mal où j'étais, au contraire. Là, sauf que l'opportunité d'avoir un impact sur la formation, puis de faire la recherche, puis
Donc là, j'ai sauté sur l'occasion, puis j'ai été chanceuse, j'ai été pris. Fait que puis là, ça fait 4 ans, là, ça va faire 4 ans au mois d'août là, que je suis à l'Institut de planification financière. OK, puis dis-moi donc, justement, c'est quoi ton rôle? Oui, ça, c'est une bonne question. Mais là, d'habitude, j'en parle pas. Mais en fait, grosso modo, là, moi, quand je suis rentrée en 2021, on était 4 planificateurs financiers à la permanence. Puis une de mes collègues là-dedans a été seule planificatrice pendant des années. Là, ça faisait vraiment longtemps. Donc, c'était quand même une toute petite équipe. Puis là, on est rendu 6. Puis, évidemment que là, on travaille sur des projets de formation. Fait que pour devenir planificateur financier, il y a de la formation. Donc, on a un programme exécutif qui s'appelle. Donc, ça, c'est comme l'équivalent d'un certificat en planification financière. Oui. On a le cours pour devenir planificateur financier, qui est le cours de formation professionnelle, mais après ça, il y a des unités de formation continue à faire. Donc, c'est comme, je dirais, là, un peu les trois piliers qu'on a, exact. Moi, je me trouve au niveau du cours de formation professionnelle. Donc, pour devenir planificateur financier, c'est un énorme... Ça n'a pas de l'air comme ça, là, mais c'est un programme que, d'ailleurs, Vincent vient tout juste de terminer, fier diplômé, d'ailleurs. Félicitations encore. Oui, félicitations, certains. C'est un gros programme là, qui se déroule sur plusieurs semaines. On a plusieurs études de cas. Je pense qu'on a quelque chose comme 500 fichiers. Là. Vous ne voyez peut-être pas là, quand vous faites le programme, là, mais... on le voit quand même indirectement parce que c'est effectivement le processus, c'est la dernière partie du stock. Là. Je dois avouer, de la première rencontre virtuelle d'introduction au dernier cours final, je suis ressorti de là déprimé. Oh non, pas vrai! Non, mais c'est déjà, ils disent que tu as un étudiant sur 2 qui le réussit à peu près. C'est sur ma cohorte, on a été 61%, je pense, ou 62% à réussir. Puis là, quand il a donné la liste de toutes les heures à mettre dedans, puis là, moi, je l'ai fait à l'automne, puis je voyais mon automne rempli, j'étais là, oh boy. Mais finalement, on est passé. Mais oui, non, je comprends le 500 fichiers et autres, parce qu'il y a énormément d'études de cas, il y a énormément de lectures, énormément de vidéos aussi à écouter, etc. Enfin, oui, ça reste énormément d'études à mettre. Oui, c'est ça. Ben, tu sais, veux pas, c'est une certification professionnelle aussi. Hein? Fait que, tu sais, on s'attend à ce que le niveau soit quand même élevé. Puis, sauf que, ben, c'est ça, l'arrière-boutique de tout ça, c'est que nous, en arrière, on est là à mettre à jour les fichiers au gré des mises à jour budgétaires, puis des réglementaires. Donc, c'est un travail quasi temps plein, là. Juste ça. Et à ça s'ajoute évidemment l'examen. Là. Donc, ça aussi, là, c'est un travail, là, ça paraît pas, là, mais puis souvent, j'en parle pas parce que c'est moi qui fais souffrir les étudiants dans un certain sens. Là, fait que souvent, ta faute à toi. Ben, c'est ça, dans cette roche. Ils m'aiment pas tant, là, mais je le fais avec bienveillance, beaucoup de bienveillance. Fait que c'est ça, c'est un processus. Juste ça, là, c'est effectivement là, quasiment l'essentiel de mes tâches à l'Institut. Là, on rajoute à ça les participations à des événements, quelques créations. Ben, on met à jour aussi là, la collection de l'Institut, qui est nos briques, là, notre manuel de référence en 2 tomes, là, qui veut pas, qui est mis à jour annuellement là, par des experts. Donc, un beau matériel. Donc, beaucoup de travail. Pour le peu d'employés qu'on est, là, beaucoup de travail. Bonjour, je m'appelle Mike Mainville, je suis conseiller en sécurité financière et conseiller en assurance et rente collective et depuis 3 ans, je suis directeur principal Québec, développement des affaires et marketing chez UV Assurance. Bonjour Mike, bienvenue sur une nouvelle capsule. Bonjour Jade. Aujourd'hui, on retourne les questions à Mike. C'est toi qui me poses des questions. On va parler de la gestion des dossiers. Fait qu'on va faire un quiz, puis ça se peut, là, jugez-moi pas là, dans mes questions, dans mes réponses. En fait, je vais te nommer des éléments et tu vas me dire si c'est obligatoire de consigner ça dans le dossier du client. J'ai une très bonne confiance que tu vas avoir la majorité des réponses, mais ça va être le fun. Et ça va nous permettre de tester nos connaissances à tous. On va commencer facilement. OK. L'ABF, l'analyse de besoins financiers. Est-ce que c'est obligatoire d'avoir une ABF signée au dossier du client? OK, c'est vrai qu'il est facile. Oui, c'est obligatoire. Mais depuis quand? 1998? Non. Je sais pas.
C'est depuis octobre 2013. Ah, OK. En fait, auparavant, le règlement prévoyait que le conseiller devait faire une analyse de besoins financiers, mais il n'y avait pas d'obligation qu'elle soit signée ou mise au dossier, mais il OK. fallait en faire une. En octobre 2013, le règlement a changé et il est devenu obligatoire pour les conseillers en sécurité financière de procéder à cette analyse de besoins financiers avant de faire remplir une proposition d'assurance ou pour offrir un produit qui comporte un volet d'investissement. Donc, l'ABF, elle analyse les besoins du client ou de l'assuré. Elle consigne aussi les renseignements dans un document qui est daté. Une copie doit être remise au plus tard au moment de la livraison du contrat et on doit avoir obtenu une preuve de cette remise-là au client. Donc, c'est un peu à partir de ce moment-là où l'ABF est devenu obligatoire comme étant signé dans le dossier du client parce que pas de signature, pas vraiment de preuve que je l'ai remise au client. Mais avant, la loi prévoyait que l'ABF pouvait être faite, mais il n'y avait aucune mention sur la conservation au dossier et la remise au client. Donc, c'est vraiment depuis octobre 2013 que cette spécification-là a été ajoutée. Bon, j'avais pas mes permis, fait que j'étais correct. C'est correct. Je venais d'obtenir le mien, je l'ai appris en commençant dans le domaine. OK. Est-ce que c'est obligatoire ou non, dans le dossier du client, l'illustration? Je dirais oui. Oui, presque. En fait, il y a deux versions là-dedans. Il y a l'ACAP, l'Association canadienne des compagnies d'assurance de personnes, qui va exiger des assureurs canadiens une illustration signée pour tous les produits qui comportent un volet d'investissement. Donc, par exemple, une vie universelle ou une vie participative, vous aurez probablement remarqué que si vous faites ce type de produit-là, l'illustration doit toujours être signée et retournée chez l'assureur. Donc, évidemment, la bonne pratique, c'est d'en conserver une copie au dossier du client parce qu'elle est signée. Mais qu'en est-il des autres illustrations, par exemple un produit d'invalidité, de temporaire ou de maladie grave? Généralement, il n'y a pas d'obligation de signer ces illustrations-là. Donc, l'ACAP ne le demande pas, autre que pour les assurances-vie participatives ou universelles. Mais la CSF dit, elle, que c'est obligatoire d'avoir l'illustration au dossier en tout temps. Puis si c'est un contrat temporaire ou un contrat d'invalidité, d'avoir une illustration signée, c'est une preuve de remise de l'illustration, mais ce n'est pas obligatoire, mais c'est une bonne pratique. Donc, par exemple, si vous avez envoyé l'illustration par courriel à votre client, ce serait bien de conserver la preuve que vous avez envoyé l'illustration par courriel dans le dossier pour avoir une preuve que vous l'avez remise. Pas besoin d'être signé, mais au moins avoir une preuve que vous l'avez remise, mais l'illustration est obligatoire dans le dossier du client. Parfait. Je suis dans la bonne pratique. Obligatoire ou non, les relevés annuels dans le dossier du client. Les relevés annuels. C'est une discussion d'ailleurs qu'on a déjà eue sur la page Facebook du RJCQ. Ah ouais? Oui. Bon, ben, je dirais que oui. C'est obligatoire. Oui, c'est obligatoire. Et la discussion, c'était qu'est-ce que vous faites avec les relevés annuels de vos clients que vous recevez? Puis il y a un paquet de conseillers qui ont donné leur avis ou ce qu'ils faisaient. C'est écrit sur le site de la Chambre de la sécurité financière, ce qu'on doit faire avec un relevé annuel. Il y en a certains qui disaient que ça passait à la déchiqueteuse. Il y en a qui les conservaient au dossier. La CSF dit que c'est obligatoire de les conserver au dossier du client. Point barre. Obligatoire ou non d'avoir dans le dossier du client un accusé de réception de contrat? Oui. La réponse est non. Ce n'est pas obligatoire. Parce que sur le site de la CSF, dans Info Déonto, il y a deux catégories. Il y a obligatoire et il y a bonne pratique. OK. L'accusé de réception d'un contrat d'assurance se retrouve dans les bonnes pratiques et non pas dans l'obligatoire. Donc, on peut en lire, en déduire que ce n'est pas obligatoire, mais la CSF dit que c'est une bonne pratique d'avoir une preuve que le contrat a bel et bien été livré au client. Oui, surtout que maintenant, avec les nouvelles technologies, il y a des contrats qui sont envoyés directement au client. Fait que d'avoir juste un courriel, OK, j'ai bien reçu, j'ai pris connaissance du contrat. Moi, c'est souvent ce que je demande à mes clients de me retourner. Juste un courriel comme de quoi qu'ils ont bien pris connaissance. Je sais qu'ils l'ont lu au complet, leur contrat. Oui, ils font tous ça d'ailleurs. Ben oui. Mais tu conserves ton courriel au dossier du client. C'est ça qui est important. Oui. Ça fait débat. Obligatoire ou non d'avoir dans le dossier du client le spécimen de chèque? Je dirais non, parce que c'est de l'information que théoriquement, on ne doit pas garder. Tu as raison, oui et non. De un, la question, c'est est-ce que c'est obligatoire d'avoir le spécimen de chèque du client dans le dossier? La réponse est non.
Mais il est possible de conserver un spécimen de chèque seulement si c'est nécessaire à l'exercice des activités du conseiller. Ouais. Donc, si vous en avez besoin pour exercer vos activités, vous n'avez pas à redemander un spécimen de chèque à chaque fois à votre Ouais. client. Vous avez besoin de le conserver, vous pouvez le conserver. Cependant, et ça c'est vraiment très important, ça doit être un spécimen de chèque. Pas juste les informations bancaires. C'est ça que je me suis mêlée parce que les informations bancaires, je pense que tu peux pas les garder, mais le spécimen, oui. Exactement. Si c'est un chèque, que c'est pas écrit annulé dessus ou qu'il n'y a pas une mention spécimen dessus, ouais. ça, c'est totalement illégal. Ouais. Vous ne pouvez pas conserver un chèque en blanc dans le dossier de votre client, même numérisé. Avant de le numériser, faites une barre, un gros X, écrivez spécimen dessus ou faites sortir un spécimen qu'on peut sortir sur la majorité des sites des institutions financières. Sinon, c'est illégal. Mais oui, si vous en avez besoin dans le cadre de vos activités, vous pouvez conserver le spécimen au dossier. Parce qu'aujourd'hui, tu sais, on ne demande plus nécessairement le spécimen comme auparavant. Auparavant, tu sais, on n'avait pas le choix de le joindre avec la proposition. Aujourd'hui, on peut demander juste les informations bancaires. Mais il me semble que juste les informations bancaires, on ne peut pas les conserver de mémoire. Non, on ne peut pas C'est conserver ça, hein? les informations bancaires. Mais tu sais quoi? En même temps, c'est une bonne pratique de demander le spécimen de chèque Ben oui. du client et de le joindre à la proposition d'assurance chez l'assureur chez qui vous soumettez la proposition. Parce que c'est souvent des erreurs de frappe. Hein? Je sais pas. Terrible. Nous, chez UV Assurance, aux Nouvelles Affaires, c'est probablement le plus grand fléau. Les premières primes qui reviennent NSF pour compte introuvable ou parce que ben on n'a pas pigé dans le bon compte. Hey, ça, c'est grave. Puis, ben, c'est souvent les mêmes conseillers. Fait que là, ben, on leur dit, s'il te plaît, est-ce que tu peux mettre le spécimen de chèque? Je comprends qu'il y en a qui sont dyslexiques ou qui sont TDAH. Toutes ces erreurs-là peuvent arriver, mais aidez-nous à ce que ça n'arrive pas parce qu'à chaque fois, c'est un dédale administratif épouvantable. Je comprends. Obligatoire ou non d'avoir au dossier du client une lettre explicative? C'est pas obligatoire, mais c'est recommandé. En fait, oui, c'est obligatoire. OK. Et je t'explique pourquoi. C'est quoi C'est la d'abord? CAP, je pense, qui... Exact. C'est quoi une lettre explicative? C'est la recommandation de produits d'assurance que vous avez fait à votre client. Donc, on fait une analyse, on a posé les bonnes questions, on a trouvé la solution idéale. La lettre explicative, c'est le résumé de cette démarche-là. Donc, c'est quoi exactement? C'est un document que vous remettez à votre client qui explique, en des mots très simples, c'est quoi ses besoins, qu'est-ce que vous avez déterminé à l'ABF, pourquoi le produit offert est le bon choix et comment il répond à ses objectifs, totalement ou partiellement. Parce que si vous avez recommandé $1 million en assurance vie puis qu'il a pris 300 000, il faut le justifier dans cette lettre-là. Ouais. Le but de la lettre explicative, c'est de démontrer que vous avez agi dans l'intérêt du client. Vous devez avoir une preuve que vous avez remise cette lettre explicative-là à votre client au plus tard au moment de la livraison du contrat. Et comme tu l'as mentionné, ce n'est pas la CSF, ce n'est pas l'AMF, ce n'est pas la loi, c'est une ligne directrice de la CAP, l'Association canadienne des compagnies d'assurance de personnes. Donc, oui, il faut l'avoir au dossier parce que la grande majorité des assureurs adhèrent aux lignes directrices de la CAP. Et s'il y a des assureurs qui vous auditent et que vous n'avez pas de lettre explicative au dossier, même si ça ne vient pas de la réglementation que vous connaissez habituellement, l'assureur va vous dire tu dois avoir une lettre explicative au dossier. Donc, c'est important d'en avoir une et d'avoir une preuve de remise. Pas nécessairement signé, mais de savoir qu'on l'a remis au client. Dernière question. Obligatoire ou non d'avoir un profil d'investisseur au dossier du client? Et là, je veux une réponse précise. Oui. En tout temps? Ben là, ça dépend quel produit tu vends. Là. Mais c'est Voilà. sûr que, tu sais, en assurance, non. Assurance à vie universelle, oui. Mais, tu sais, si on fait des investissements, quelconque investissement, il faut avoir un profil d'investisseur. Mais pas en assurance. Si on fait de l'assurance invalidité, l'assurance vie temporaire, je pense on n'en a pas besoin. Exactement. Donc, pour toute souscription d'un produit d'assurance qui comporte une composante d'investissement, comme l'assurance vie universelle, comme des fonds distincts, par exemple, ou des fonds communs, il faut avoir un profil d'investisseur au dossier, selon les bonnes pratiques qui sont recommandées par l'AMF. Encore une fois, ce sont de bonnes pratiques, ce n'est pas obligatoire, mais quand on dit bonnes pratiques, on s'attend à ce que ce soit ça qui soit fait. Le profil d'investisseur devrait être revérifier avec vos clients tous les 3 ans au minimum ou lorsqu'un changement survient dans la situation du client, comme une retraite, un divorce, un héritage, un changement d'emploi, ou avant toute nouvelle recommandation ou modification de portefeuille. J'en ai une petite dernière pour toi pour la route. Est-ce qu'un conseiller peut signer à titre de témoin lors d'une signature électronique? Je dirais non. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on n'est pas impartial.
Ben, en fait, c'est oui et non, la Oui, réponse. c'est ça. Je savais qu'elle était... Mais c'est non dans la plupart des cas. Parce que lorsque le conseiller atteste la signature d'une personne à titre de témoin, c'est qu'il certifie avoir confirmé personnellement l'identité de la personne Ouais. et il certifie qu'il l'a vu signer et qu'il était présent lors de la signature. Il faut que tout Ouais. ça se soit réuni. Donc, la plupart des signatures électroniques sont-elles faites en présence du client? Non. Non. Voilà. Donc, si la signature électronique n'est pas faite en présence du client, il est illégal de signer comme témoin. Vous ne pouvez pas parce que vous n'avez pas vu le client signer. Mais si vous étiez en présence de votre client, vous étiez à côté de lui, il a ouvert le document, il l'a signé électroniquement devant vous, oui, vous pouvez agir à titre de témoin. Si Donc, dans ton bureau puis il fait la signature électronique, c'est correct. ou si vous êtes dans sa cuisine Ouais. puis qu'il le fait, oui. Il faut être présent physiquement avec le client pour pouvoir agir à titre de témoin. Et ça s'applique à une signature manuscrite aussi. Hein. Je ne peux pas agir à Ouais. titre de témoin sur une signature manuscrite. Si je n'ai pas vu le client signer, c'est illégal. Donc, c'est important de faire la différence entre les deux. Voilà. Fantastique. J'en sais plus maintenant. Merci. Génial! Puis justement, à l'Institut, là, tu parlais qu'elle avait 3 volets. Là. Tu peux-tu nous en parler davantage de ces volets-là? Tu sais, mettons, moi, il y a eu le certificat là, qui m'a comme resté en tête. Là. Oui. Mais j'aimerais ça qu'on puisse peut-être en parler un petit peu plus davantage. Ben oui, certainement. Mais en fait, on va commencer, je peux commencer par le début, là, Oui. le programme exécutif, qui, lui, est un parcours, finalement, qui est offert aux gens qui n'ont pas nécessairement déjà une formation académique en planification financière. Donc, soit un bac ou, tu sais, il y a le MBA ici à Laval ou le certificat en planification financière. Donc, cette option-là, elle s'offre aux gens, surtout qui sont déjà dans l'industrie, qui ont de l'expérience. Donc, il y a un minimum d'expérience requis. Donc, c'est 6 modules, donc sur les 7 aspects de la planification financière. Donc, aspects légaux et succession sont jumelés, là, mais, OK. et c'est un parcours qui se fait de façon autonome et autodidacte. Donc, il faut être prêt quand même à être discipliné, Ouais. là, parce que c'est pas comme un certificat en classe où tu es là à tel jour, tu as un prof devant toi. Le programme est quand même bien monté. Là, il y a un plan de cours, il y a des capsules, il y a des questionnaires pour pratiquer. Oui. Et ultimement, il y a un examen à la fin qui permet là, finalement de passer le module. Et un coup qu'on a passé un module, on passe au suivant. Donc, OK. puis avant ça, là, puis je recule un petit peu en arrière, je m'excuse, il y a ce qu'on appelle l'examen d'équivalence. OK. Donc, ça s'adresse à certaines personnes qui ont un certain parcours, qui pourraient, tu sais, qui sont pas obligés de faire le programme exécutif au complet. Donc, OK. par exemple, là, on fait cet examen-là, puis là, si on réussit, par exemple, tous les modules, sauf le module retraite, mais là, à ce moment-là, on va juste avoir à faire le module retraite pour compléter le parcours avant d'être admissible au cours de formation professionnelle. Donc, puis ça, comme je le disais là, tout à l'heure, dans mon parcours, il y a plusieurs catégories d'équivalence. Donc, si les gens veulent aller voir là, sur le site de l'Institut, donc institutpf.org, dans devenir planificateur financier, il y a soit aux études ou sur le marché du travail, donc vous pouvez sélectionner votre situation. Et au bas de la page, il y a un questionnaire qui vous permet finalement d'arriver à quelles sont vos options pour devenir planificateur financier. OK. Ouais, puis le questionnaire est bien fait, là, parce que j'ai suivi le programme exécutif, puis moi, Ah, j'ai utilisé OK. les équivalences d'années de travail OK. pour entrer dans le programme. Je pensais que tu avais eu ton équivalence justement à cause tu avais étudié pour être ingénieur. Ouais, mais vu que j'ai jamais eu de diplôme officiel, OK. dans la vie, on fait des choix, là, fait que c'est ça. Oh, ouais, non, c'est J'ai ça. commencé, mais jamais fini. Fait que c'est pour ça que, techniquement, ben, je suis passé par le programme exécutif, j'ai fait reconnaître mes années. C'était quoi? C'était 5 ans d'expérience dans le domaine ou quelque chose du genre? En tout cas, j'avais les années requises pour ça. Oui, c'est 2 ou 3, dépendant Ouais, de... puis il faut que tu aies touché à plusieurs volets de la planification financière. Fait que le permis de placement et assurance, ben, j'y ai touché. Fait que c'est comme ça que moi, je suis rentré dans le programme OK. exécutif, à suivre les formations en ligne, puis les examens pour chacun des modules, effectivement. Bon, fait que tu vois, ça Ben prépare oui. bien, hein, parce Oui. que effectivement, mais effectivement, les gens souvent qui suivent le programme exécutif, là, après ça, peuvent rentrer
À au la- cours de formation Oui, c'est professionnelle. ça. Fait que il se fait comme en 2 étapes. Fait que tu as le programme exécutif qui te donne accès à la formation de planificateur C'est en plein financier. Exact. Fait que, puis combien de temps ça peut prendre, mettons, là, comme, je prends moi en exemple, là, tu sais, exemple, ça fait 10 ans que je suis conseillère, je voudrais devenir planificatrice financière, ben le programme exécutif avec la formation de planificateur Ouais, je peux financier. répondre parce que Oui, je suis c'est dans ça. la même situation, là, Ouais. c'est Ouais, ouais. en travaillant à temps plein et tout. Là, j'ai pas d'enfant par contre, là, fait, tu sais, j'ai pas de facteur là, mais ça m'a pris à peu près 18 mois. Oh! Ouais, mais là, t'es une machine. Ou c'est la Mais- norme? Non, ben, je pense que, ben, tu sais, je veux dire, les 6 modules, Je m'attendais à plus que ça. ben, je veux dire, tu sais, les modules du programme exécutif, ben, après, ça dépend si t'es discipliné ou pas, mais tu sais, moi, je les faisais à temps perdu, là, dès que j'avais un trou dans ma semaine ou quelque chose, ben, tu sais, je les faisais à ce moment-là, fait que ça roule quand même bien, c'est beaucoup de lecture, fait que, tu sais, pour moi, c'était un mode qui me convenait bien. C'est sûr qu'après le cours, lui, bah, c'est une durée fixe parce que c'est vraiment une session d'université sur 3 mois et demi à peu près. Ouais. Là. Puis lui, tu as des classes fixes, etc. Ok. Mais le programme exécutif avant, ça m'a pris, c'est ça, je pense, 12 13 mois, quelque chose du genre. J'étais Ok. relativement chanceux dans mon timing parce que j'ai fini le dernier cours, puis la période d'inscription de l'automne venait juste d'ouvrir. J'ai été Ok. chanceux pour ça, là, mais c'est ça. Là, non, moi, ça m'a pris un bon 18 mois. Ah! Puis j'ai trouvé ça long. Ouais, mais... C'est sûr que c'est un. Ben, je pense que c'est pas mal dans la moyenne des durées. Peut-être Ok. même un peu rapide parce que, ben, en même temps, je pense que c'est souhaitable que ça soit à peu près cette durée-là. Ouais, parce que j'aurais pas trippé de mettre C'est plus ça. de temps, puis Exact. repogner le cours comme tel, parce que les notions des premiers modules auraient Ouais. commencé à être loin, les aspects légaux, etc. faut quasiment que tu te replonges après ça. Ouais, tu sais, fait que dans c'est pour tes ça que moi, quand je lectures. l'avais commencé le processus, mon objectif était, je dirais pas de le clencher le plus possible, mais vraiment d'essayer d'avoir un délai le plus court possible pour que tout soit le plus frais possible en tête pour rendu là. Oui, je pense que c'est ça aussi. C'est sûr que c'est beaucoup de matière. Là. On ne Ouais. se fera pas de cachette. Là. Tu sais, après ça, souvent, les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont se spécialiser, tu sais, parce qu'ils ont déjà comme leur clientèle, ils vont un petit peu plus creuser leur modèle d'affaires ou, tu sais, puis fait qu'ils vont développer un créneau particulier. Mais c'est sûr qu'au début, on demande aux gens de savoir comme une bonne couche dans tous les domaines. Là. Ça demande... C'est un long processus. Il faut que tu ailles un peu la foi de te rendre à la fin. Ouais, là. il faut que tu sois faut que tu commences ta démarche de manière sérieuse avec vraiment l'envie de réaliser parce que sinon tu vas débarquer assez rapidement en chemin. Puis c'est là où je pense qu'on se rend compte qu'on connaît de manière générale beaucoup de choses. Puis de la formation, on va vraiment beaucoup pousser plus loin, plus précis. Puis c'est là où on se rend compte de nos lacunes. Ah oui, mais c'est ça la beauté de la chose, la planification financière, c'est vraiment holistique, là, je dirais. Là, tu sais, c'est vraiment, tu as une vue 360. Donc, mais c'est difficile de tout savoir, puis c'est normal aussi. Là. Ah oui, c'est sûr que c'est un... Ben, tu sais, c'est un beau but, là, un bel objectif, là, tu sais, comme que tu as atteint, Vincent, là, en 18 mois, c'est impressionnant, là, mais c'est super intéressant. Fait que là, il y a le programme exécutif, ou sinon, on peut faire un certificat, de ce que j'en comprenais. Exact. Qui a un certificat à temps partiel, c'est sûr que ça prend plus qu'un an, là, mais tu sais, sinon, à temps plein, c'est un an, grosso modo, là. Ben ouais, à temps plein, c'est 2 sessions de 15 crédits. C'est ça. Des fois, les gens ont été à l'université, peuvent en avoir probablement de crédité aussi, tout dépendant, là. Oui, souvent, ce qu'on voit dans cette catégorie-là, c'est des gens qui sont déjà à l'université. Donc, soit OK. vont choisir un cheminement en planification financière déjà, ou, ben c'est ça, sont pas trop loin, ils ont fait un bac en finance, Ouais. tu sais, sont pas trop loin de l'école. Donc, souvent, sont déjà en mode études. Là. C'est sûr que, comme je disais, ça offre le programme exécutif offre un peu plus de flexibilité. Là, que... Oui. Puis la dernière portion, c'est quoi exactement, tu sais, quand on parle justement du cours là, de planificateur financier? Comment il fonctionne, ça, ce cours-là? Oui, mais en fait, il faut envoyer notre dossier pour analyse. Donc, il y a mes collègues à la formation professionnelle qui vont analyser, voir si tous les acquis sont présents. Donc, ensuite,
On commence la session. Donc, c'est une alternance de classes virtuelles et de modules web à faire en ligne. OK. Comme Vincent le dit, c'est environ 3 mois et demi, là, OK. grosso modo. C'est sûr que, donc, il y a des classes virtuelles à des moments fixes. Donc, il faut participer activement aux classes virtuelles. Donc, il y a des petits travaux à faire un petit peu avant. Les modules web, là, c'est un petit peu plus flexible, dans le sens où on peut les regarder au moment qui nous convient. Il y a aussi effectivement du travail personnel et des lectures à faire. Évidemment, on revient un peu, là, mais on n'est pas supposé revenir sur les notions préalables. Donc, OK. C'est c'est complémentaire, là. oui. On considère que les participants les ont déjà fait parce qu'ils sont soit passés par un cursus universitaire ou par le programme exécutif. C'est surtout qu'on passe de la théorie, c'est à la pratique, parce que le dernier module, c'est énormément d'études de cas réels, c'est OK. qu'on applique, puis c'est là où il faut qu'on aille chercher tout ce qu'on a étudié avant pour être capable de l'appliquer, puis c'est pas juste arriver à une conclusion, là, c'est ce que je pense tout le monde fait le saut durant la première étude de cas, parce qu'en réalité, on se rend compte que la conclusion finale, ce qui dans la réalité de tous les jours est la seule partie qui intéresse notre client, ben, dans le cursus, c'est peut-être 10% du travail, puis Ouais. 90% d'avance, c'est l'analyse, l'explication, puis le détail qui vient avec ça. Fait que c'est surtout ça qui est important, puis c'est là où les classes virtuelles que vous donnez sont, je pense, le plus important de l'ensemble du processus. Oui, la rétroaction avec le formateur Ouais. est très importante là-dedans. Puis effectivement, tu le décris bien. Dans la pratique, le client, ultimement, oui, il veut savoir comment qu'on analyse, mais ce qu'il veut, lui, à la fin, c'est, tu sais, dans le fond, il délègue, là, Ouais. tu sais, justement, cette espèce d'analyse-là. Lui, il veut pas, c'est parce qu'il sait pas comment faire, puis il sait pas quoi faire. Fait qu'il c'est à toi qui délègue ça. Fait qu'ultimement, il veut une recommandation. Il y a des clients qui vont questionner, là. Il y a des clients qui sont un peu plus analytiques, qui vont aller chercher le pourquoi derrière. Fait qu'il faut que tu sois capable de justifier ton analyse aussi. Fait que même si on ne l'expose pas tout le temps, faut être capable de la démontrer. Dans le fond, un peu le but de la planification financière et du cours de formation professionnelle, tu l'as bien exprimé, c'est un peu finalement de donner cette démarche-là, de dire, ben, on sait que tu es capable probablement d'arriver à la réponse. Des fois, il y a peut-être des angles morts dans les aspects légaux que, tu sais, on oublie parfois ou, tu sais, ça a un impact sur la retraite, tu sais, ou désignation de bénéficiaires. Bon, tu sais, fait que, dans le fond, on prend tout ça, ça va t'amener à la recommandation. Et pour bien te rendre là, ben suis un petit peu cette étape-là. Comme ça, à un moment donné, ça va devenir tellement automatique que finalement, dans ta pratique, tu sais, tu retournes peut-être pas, tu sais, tout le temps voir ton cadre d'intégration, là, puis dire, OK, est-ce que j'ai parlé de ci? Est-ce que j'ai parlé de ça? Tu sais, sortir ton... Tu sais, fait qu'on sait que... Mais c'est ça. Fait que c'est sûr que... mais à un moment donné, ça vient comme un processus mental et des réflexes aussi. C'est le but du cours de formation professionnelle, puis d'être planificateur financier, de développer les réflexes dans tous les domaines Ouais. de la planification financière. C'est vraiment intéressant, pour vrai, j'en parlerai longtemps. Mais je voulais savoir un peu, le rôle de l'Institut, c'est vraiment au niveau de la formation pour les planificateurs. Puis après ça, est-ce que tu parlais dans le fond des unités de formation continue? Fait que vous Oui. continuez de former les planifs par la suite, dans le fond? Oui, ben, c'est une très bonne question parce que l'Institut, là, depuis quelques années, là, travaille très fort à se faire connaître, à faire reconnaître aussi le titre de planificateur financier auprès de la population, auprès du domaine. Puis je pense que c'est important de le faire. Tu sais, il y a beaucoup de gens, là, encore, il y a eu, en 2024, là, il y a eu un sondage, puis il y a 40% des gens au Québec qui ne dorment pas bien à cause d'anxiété financière. Tu sais, fait qu'on a le pouvoir, là, tu sais, nous, d'aider les gens à pu avoir ce stress-là. Fait que c'est super important. Puis, justement, bien, on veut promouvoir le titre. Puis, dans l'encadrement réglementaire, bien, effectivement, l'AMF nous a délégué, finalement, la formation des planificateurs financiers, pas la déontologie. La déontologie, c'est la Chambre de la sécurité financière qui s'en occupe présentement. Là, c'est un peu incertain vers où on s'en va, là, mais bref, donc on s'occupe effectivement de la formation seulement. Puis, quand on est planificateur financier, on a 40 UFC à faire par cycle, donc par 2 ans.
Et là-dessus, il y a 15 UFC en PFPI. OK. Donc, qui sont finalement un type d'unité de formation continue qui sont en planification financière personnelle intégrée. Donc, OK. et ça, nous sommes les seuls au Québec à pouvoir faire ce type d'UFC-là. OK. Fait qu'il y a 15 UFC par 2 ans que c'est obligatoirement suivi avec vous autres. Là. Exactement. Puis dans le fond, ces 40 UFC-là s'ajoutent aux 30 UFC de CSF, j'imagine? J'ai dit 45. J'ai dit 45, je pense. En tout cas, 40 ouais, ben, C'est 40 ou 45? ben là, on dirait que je suis mêlée. Ah ben, je m'excuse! Ben oui, ben non, c'est 42 moi. et demi. Oui, c'est ça. Ben, en plus, c'est que moi, mes UFC sont tout le temps full Ben parce oui. que en faisant de la formation puis en Oui, c'est suivant sûr, tout le temps les choses, fait que j'y compte plus. Puis là, ben, je travaille pas en formation continue, fait que là, je suis comme une mauvaise représentante. Au pire, on peut-tu rajouter Oh oui, on le un petit rajoutera. truc en dessous, genre le bon nombre d'UFC? Et 2. Ouais, Fantastique! Mais c'est parce que c'est là qu'on se rend compte que, tu sais, c'est la formation continue. Quand tu as ton permis en épargne, tu as ton permis en assurance collective, tu as ton Ouais. permis comme conseiller, tu as ton permis comme planificateur, tu sais, ça en fait de la formation continue aussi, Oui. là, tu sais, à Mais avoir. je sais qu'il y a des... Il y a quand même beaucoup de formations qui sont reconnues, Ouais, qui donnent ça. des UFC partout. Là, fait OK. que, Dans le fond, il n'y a aucune autre qui est comme un peu... qui est exclusive, sauf les PFPI, Ouais, où c'est ça. on est effectivement... ouais, techniquement, c'est vraiment les 15 Exact, supplémentaires ça, qui sont vraiment exclusifs, mais le reste fait partie du package standard de Ouais, la CSF, on va dire. Probablement que ouais, ça doit être 45 puis 15 de Ouais. PFPI, à mon avis. Là. C'est vraiment intéressant. Si jamais tu avais... si tu avais un seul conseil à donner, là, mettons à quelqu'un qui te dit « Moi, je veux devenir planificateur financier », ça serait quoi ton conseil que tu voudrais donner? Aïe, 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 juste un. Bon, ben, tu peux en donner 2, 3, non, là, mais si tu veux. c'est difficile de rester concis. Je pense que je dirais de focusser sur le long terme. Tu sais, puis de rester comme d'avoir une vision long terme, parce que oui, c'est un processus qui est long. Puis on me pose souvent la question, là, c'est la question la plus souvent posée quand on fait des événements. Mais, puis je le sais que, tu sais, les gens, c'est un investissement de vie, mais aussi c'est un choix de carrière. Puis après ça, quand on peut mettre ces 5 petites lettres-là après nos noms, après notre nom, là, je veux dire, c'est très satisfaisant. Ouais. Tu sais, fait que je pense que c'est ça, de rester investi, d'avoir une vision long terme, puis que, tu sais, il y a des bénéfices à avoir ce titre-là. Surtout, là, vers quoi le domaine s'en va, là, avec tout ce qui se passe présentement. Je pense que ce qui va ressortir, c'est la planification financière, puis le service, puis voilà. Vraiment. As-tu d'autres questions pour Catherine? Non, je pense qu'on a pas mal fait le tour. Je sais que vous avez rajouté des formations spécialisées qui sera supplémentaires après quelqu'un ait le titre de planificateur financier, je pense au niveau des corporatifs majoritairement. Oui, bien, en fait, on a ce qu'on appelle un programme de spécialisation. Et ça, c'est un programme pour les détenteurs, effectivement, du titre de planif. C'est un programme qui dure à peu près une dizaine de semaines. Il y a une classe virtuelle par semaine, puis chaque formateur est différent. Donc, la prochaine cohorte est à l'automne et c'est accompagner l'entrepreneur dans sa planification financière. Donc, c'est vraiment spécialisé pour les planificateurs financiers qui veulent centrer leur pratique sur l'accompagnement d'entrepreneurs. Donc, on voit finalement toutes les situations, mais avec un œil accompagnement d'entrepreneurs, là, soit situation personnelle et familiale, comment ça teinte. Là, il y a beaucoup, il y a beaucoup d'humains dans l'accompagnement d'un entrepreneur. Donc, il y en a dans les autres clients aussi, là, mais on voit les spécificités à ce type de clientèle-là. C'est vraiment intéressant. Ça donne vraiment envie Oui, effectivement. de s'inscrire. Bon, ben parfait. L'information. Congé de grossesse, là, Oui, c'est ça, c'est ça. Là, c'est l'épargne pour le moment, le projet de bébé et grossesse, là, mais c'est super intéressant pour vrai, parce que j'ai l'impression que souvent, on se dit « Ah, mon Dieu, c'est gros, c'est Oui. ça », mais oui, c'est gros, mais en même temps, Vincent, tu l'as fait, on a une expérience quand même récente qui est le fun, on a entendu, tu sais, que ça peut se faire
peut-être sans enfants là, en 18 mois, peut-être avec des enfants en 24, là, je sais pas. Tout dépendant de ce qu'on met nos priorités aussi. Oui, ben Puis, ça reste un choix. notre type de clientèle, puis tout ça, c'est sûr qu'on est toujours capable de trouver du temps, là, si c'est vraiment, comme on se dit, une vision à long terme. Si on met ça comme objectif, c'est sûr que c'est réalisable. Fait que c'est vraiment le fun. Je suis contente qu'on t'ait reçu aujourd'hui. Catherine, merci pour ton temps. Ben, ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous. Ouais. Au plaisir. Puis si on veut retrouver les informations de l'Institut, j'imagine que tu peux nous donner le site Internet. Oui, tout se retrouve, y compris le bon nom du UFC, là, sur le site de l'institutpf.org. En terminant, je voulais inviter les gens à aller liker nos pages, notre page Facebook, à aller suivre notre page Instagram. Et merci à notre partenaire de podcast qui est UV Assurance. Grâce à eux, là, on est ici puis on a eu l'occasion d'inviter Catherine à nous jaser, à en savoir plus sur le métier et les possibilités de planification financière finalement. Merci beaucoup.